Bonsoir à tous et bienvenue pour ce webinaire spécial Brexit. Et maintenant, nous allons voir ce qu'il s'est passé donc avec cette fameuse annonce du Brexit fin juin, les effets que cela a pu avoir sur les indices anglais, sur la monnaie anglaise. Nous allons aussi voir des stratégies éventuelles pour la fin 2016. J'ai la chance d'avoir avec moi ce soir un chartiste, tout comme moi, Nicolas Suiffet, responsable de la recherche Europe de Trading Central. Bonsoir Nicolas. Bonsoir Nicolas et bonsoir à tous. Alors, donc, sans plus attendre, on va rentrer dans le vif du sujet, mais avant toute chose, un avertissement sur les risques concernant le caractère purement informatif de cette présentation et les CFD. Je vous invite à en prendre note. Donc, vous pouvez, comme à chaque émission, utiliser les outils de chat et de questions-réponses en haut de votre écran pour pouvoir converser avec nous. Nous allons, je pense, dérouler notre présentation et puis ensuite nous répondrons à vos questions. Nicolas, je te passe la parole pour pouvoir présenter à nos auditeurs Trading Central. Oui, donc bonsoir à tous. Donc je vais commencer brièvement par une petite présentation de Trading Central, mais ce sera très court. La plupart d'entre vous peut-être connaissent déjà en plus la compagnie. Donc c'est une société, un bureau de recherche qui a été fondé en 99. On est spécialisé dans l'analyse technique, comme vous le savez. On intervient sur toutes les classes d'actifs, donc les marchés d'actions, les indices, les matières premières, les devises, les taux d'intérêt. Et on intervient sur toutes les horizons temporels. Donc on fournit de la recherche à nos clients sur une base intra-jour jusqu'à sur des bases daily, weekly. Voilà, on a des bureaux à la fois à Paris, Londres, Ottawa et Hong Kong. Et donc ce qui nous permet notamment de couvrir les marchés en permanence et de produire une recherche notamment en intraday de qualité tout au long de la journée. Donc notre recherche a été récompensée à de nombreuses reprises et elle est également certifiée à tous les agréments évidemment nécessaires. Voilà, je laisse Nicolas présenter brièvement CMC Market. Alors CMC Market, pour ceux qui ne le connaissent pas, donc, c'est une société qui a plus de 25 ans d'expérience avec une présence internationale dans 14 bureaux à travers le monde. Ça représente 45 millions de transactions en 2015 dans 70 pays. CMC Markets en France, c'est un bureau à Paris depuis 5 ans, une entité agréée donc par les autorités, une plateforme en ligne innovante, reconnue et maintes fois récompensée également, un service client dédié et très professionnel, des spreads compétitifs et puis une mise à disposition de nombreux contenus analytiques, dont justement l'émission de ce soir. Je vais vous montrer également des graphiques de la plateforme Next Generation, donc qui est disponible sur ordinateur, tablette, smartphone. Elle est très fiable, rapide, on a accès à plus de 10 000 CFD, des outils graphiques, de nombreux types d'ordres, des flux d'informations et il y a un traitement rapide des paiements. Donc voilà pour la présentation de nos deux sociétés et on va pouvoir donc rentrer directement dans le vif du sujet avec une analyse du FTSE, de la LIF, de l'Euro GBP, de plusieurs actifs qui ont été concernés par le Brexit. Nicolas, à toi. Oui, alors on trouvait assez intéressant de s'arrêter un petit peu sur ce qui s'était passé après le Brexit. On en a beaucoup parlé, mais on trouvait ça intéressant de faire un point graphiquement sur ce qui s'était passé, notamment ce jour-là, donc le jour de l'annonce, le jour du Brexit, et ce qui en avait découlé en fait d'un point de vue technique, d'un point de vue chartiste, puisque ça a été assez intéressant. Donc sur ce premier slide, ce que vous pouvez voir en fait, et ce qui est assez intéressant, donc le jour de l'annonce du Brexit, en fait on a eu évidemment une énorme volatilité, ça je pense que vous l'aviez tous remarqué, mais si on se base sur un point purement graphique, on voit qu'aucun niveau de support n'avait clairement été enfoncé le jour du Brexit. Donc on voit que la zone des 5900 points sur le FTSE avait été préservée. Les cours avaient même rebondi sur cette zone en séance, puisque là on est sur un graphique intra-jour. Donc on voit l'évolution au cours de la journée de juin de ce qui s'est passé. Donc comme il y avait eu énormément de volatilité les jours et les 2 semaines qui ont précédé le Brexit, en fait, la journée du Brexit en elle-même n'a pas permis la cassure d'un niveau très important. Et le gros range en fait, de 10%
dans lequel l'indice évoluait depuis quelques semaines précédant le Brexit, eh ben, on est resté à l'intérieur de ce range, en tout cas le jour du Brexit. Donc le jour même du Brexit, on peut dire qu'en fait, même s'il y a eu une énorme volatilité, il n'y avait pas de signal majeur qui avait été validé, baissier en tout cas, sur l'indice anglais. Donc le support des 5900 points a été préservé et on peut voir maintenant, évidemment avec le recul, c'était pas forcément évident quand on était encore à l'intérieur du range, mais on voit que dans les séances qui ont suivi, les cours ont pu s'extirper de cette phase de range, donc assez volatile de 10%, pour reprendre par la suite une tendance plus haussière. Donc voilà, c'est pour commencer, vous montrer ce qui, d'un point de vue technique, quand on observait vraiment le graphique intra-jour du FTSE le jour de l'annonce, même si c'était assez impressionnant de voir la chute, en tout cas sur l'indice en lui-même, l'indice anglais, le gros support des 5900 points avait été préservé, si ce n'est dans les toutes premières minutes où on a eu une mèche très rapide à la baisse. Et puis il faut dire effectivement que c'était pas évident donc d'anticiper la suite. Effectivement, ce jour-là, on était tous devant les écrans, c'était une situation assez stressante. Le support avait tenu ça rapidement, on en avait parlé dans les émissions et la matinale notamment. Après, ce qui peut expliquer ce dépassement des plus hauts, cette accélération haussière, c'est peut-être aussi l'incertitude qui avait été levée. Parce que pendant les 2 à 3 mois qui ont précédé le Brexit, c'était un petit peu usant, on ne savait pas où donner de la tête, les opérateurs étaient très attentistes. Et l'attentiste engendre de l'incertitude, l'incertitude engendre de vraiment une stabilité des prix. Donc on voit la volatilité dans les semaines précédentes et suivantes, mais sinon depuis 2-3 mois c'était très calme. Et le fait que le Brexit soit passé, que l'incertitude était levée sur ce dossier-là, a redonné de la visibilité aux opérateurs et je pense que c'est ce qui a permis justement en partie cette accélération haussière. Bien évidemment aussi il y a eu un effet devise. Exactement, oui, c'est ce que j'allais également compléter. Je pense que les investisseurs ont aussi vite fait le calcul de ce qu'il était en train de se passer à la fois sur le marché des actions, des indices et sur le marché des devises. Et très vite, ils ont réalisé que la dévaluation de la livre concomitante avec l'annonce du Brexit allait pousser l'indice anglais à la hausse. Donc mais on y reviendra un petit peu plus tard sur ce point. Donc ça, c'est pour ce qui s'est passé le jour du Brexit. Et maintenant, dans un deuxième temps, on va pouvoir regarder maintenant ce qu'on anticipe et ce que cette sortie de range a permis de valider. D'un point de vue technique, ça a été assez intéressant, puisque les cours, donc dans les jours qui ont suivi, sont sortis d'une figure classique de retournement de tendance qu'on appelle en tête et épaule inversée, donc, que je vous ai noté ici. Et donc que je vous ai dessiné ici, on voit l'épaule gauche, la tête et l'épaule droite. C'est avec hebdomadaire, c'est bien ça? On est sur un graphique hebdomadaire, exactement. Donc là, on est sur un horizon, vous voyez, les cours démarrent entre 2012 et 2016. Donc on a un aperçu de la tendance quand même de, je dirais, moyen-long terme sur l'indice, qui était assez incertaine et assez difficilement lisible d'un point de vue technique. Mais la validation de cette figure, bizarrement d'ailleurs, le Brexit a plutôt permis d'éclaircir un peu les choses, techniquement, enfin d'un point de vue graphique en tout cas, puisque ça a permis la validation de cette figure qui a un signal assez important, assez clair, assez lisible. Et donc je pense que tout le monde enfin ceux qui l'ont identifié en tout cas, ont essayé immédiatement d'en profiter dans les jours qui ont suivi. Donc cette validation de figure, et donc un signal haussier qui devrait nous emmener, qui a provoqué l'accélération haussière dans les jours qui ont suivi. On voit la sortie de la cassure de la ligne de coût baissière. On voit également des bandes de Bollinger donc sur une base hebdomadaire qui se sont écartées, donc signifiant la mise en place d'une nouvelle tendance haussière, alors que depuis 6-8 mois, elles étaient plutôt à plat, donc signifiant l'absence de tendance. On a eu d'autres éléments haussiers comme le croisement haussier du coup entre les moyennes mobiles 20 et 50 semaines. Et également sur l'indicateur de tension RSI, on avait une oblique baissière qui contenait l'évolution des cours depuis 2013, donc depuis assez longtemps, vraiment du moyen long terme. Cette ligne de tendance baissière a été cassée et vraiment ça a libéré un potentiel de hausse immédiat combiné à la validation de la sortie de figure. C'était assez impressionnant et assez rapide.
Donc maintenant, donc ce graphique date, les cours ont un petit peu rebondi. Là, on n'est plus à 6716 points, la tendance haussière est repartie. Donc je pense que vous l'avez noté si vous suivez l'actualité des marchés au cours des 2 derniers jours, suite notamment à des news fondamentales venant des banques centrales, à la fois la Banque du Japon et la Réserve fédérale américaine. Donc on est toujours dans un scénario haussier, en tout cas pour nous d'un point de vue graphique, puisque la cible théorique de la figure qu'on a validée se situe concomitamment aux anciens points hauts, autour des anciens points hauts des 7130 points. Donc pour nous, en franchissement des 6955 points, qui est le top intermédiaire qui a été touché en août avant de rentrer dans une petite phase de consolidation, en dépassement de ces 6555 points, donc là je pense que j'ai pas la clôture du jour, mais je pense qu'on n'est pas très loin, on doit être quasiment dessus. Donc peut-être que ça pourrait à très court terme engendrer un autre mouvement de consolidation. Il faut rester un petit peu prudent suite à l'accélération du jour. On a eu 6 séances consécutives de hausse, donc effectivement, arrivant à proximité de cette zone-là, exactement, on peut assister à des prises de bénéfices temporaires, mais à moyen terme, comme tu le dis, la dynamique reste pour l'instant bien orientée. C'est ça, on y arrive très vite en plus, donc très souvent dans ces cas-là, quand la hausse a été très rapide, on a souvent des phénomènes assez classiques de prise de bénéfices. Donc c'est pas à exclure, mais en tout cas d'un point de vue graphique, la tendance reste pour nous haussière, et en tout cas le mouvement mesuré devrait nous emmener autour des anciens points hauts historiques, autour des 5130 points. Donc voilà, c'est assez intéressant d'un point de vue graphique ce que le Brexit a permis de valider dans les jours, semaines qui ont suivi. Donc cette belle figure de tête et épaule inversée qui a été validée. C'est dingue à quel point, en fait, ces derniers temps, j'ai trouvé aussi que les marchés étaient très techniques, très bien pour les analystes techniques, alors qu'en fondamental, on se fait un peu balader par les discours de banquiers centraux, on n'a pas vraiment de clarté dans les discours, de visibilité de moyen long terme, et en plus, on a des échéances politiques. Par contre, pour ceux qui se concentrent sur les graphiques, les indicateurs, les signaux techniques, c'est quand même des marchés qui sont plus lisibles que d'habitude. Oui, c'est vrai que depuis cette annonce, effectivement, ça a libéré certains signaux, et donc on est dans des tendances un petit peu plus marquées, on arrive à mieux lire les graphiques, effectivement. Alors après, je voulais présenter un graphique de très long terme cette fois-ci. C'est un graphique qui revient jusque 1998. Donc c'est un graphique mensuel qui montre qu'on est toujours dans un cycle haussier qui a démarré après la crise de 2008. On a eu en fait en 2015 une consolidation des cours. On est revenu sur le support clé des 6000 points qu'on a sauvé de justesse. Et puis donc suite au Brexit, on a eu cette accélération sur les derniers mois qui nous emmène à proximité des 7100 points, les fameux 7130 points dont tu parlais. Voilà, je voulais juste vous montrer ce graphique de très long terme. Car oui, on a une figure d'épaule-tête-épaule inversée en données hebdomadaires et une cible théorique à 7130 points, donc les plus hauts historiques de l'indice. Par contre, attention, le FTSE est aussi un indice qui est très propre en termes de représentation des cycles boursiers sur les 25 dernières années. Donc, il faudra faire attention à cette zone de prix. Si on la dépasse, certes, ça peut libérer un certain potentiel. Mais si on devait y échouer, il faudrait de nouveau être prudent parce que peut-être qu'on aurait la mise en place d'un range dans lequel on évolue déjà depuis 2 ans. Ouais, je suis assez d'accord parce qu'en plus, ça correspondrait également, on y reviendra un petit peu plus tard, à des niveaux de résistance sur lesquels on se rapproche également sur les autres indices européens. Donc ça pourrait effectivement, de manière concomitante, représenter une grosse résistance technique. Donc pour l'instant, nous, on ne vise pas de dépassement de ces 7130 points. On sera vraiment très vigilant à ce qui se passera sur cette zone-là, ouais, clairement. Alors je voulais enchaîner sur le FTSE 250. Donc on a vu l'analyse du FTSE 100, donc qui est l'indice phare, l'indice majeur des grandes capitalisations sur le marché anglais. Et je trouvais ça intéressant de regarder un petit peu ce qui s'était passé également sur les valeurs moyennes, parce qu'on a pas mal entendu et lu que effectivement le FTSE 100, au-delà de l'effet devise, l'indice majeur, c'était essentiellement les grandes capitalisations qui s'en sortaient le mieux en Angleterre, et qu'en fait les petites et moyennes capitalisations, elles, souffraient comme le reste de l'Europe de cette annonce du Brexit.
Et en fait, d'un point de vue graphique, c'était assez intéressant de vous montrer que de la même manière que sur le FTSE 600, l'annonce du Brexit n'a pas permis la cassure importante de l'oblique haussière qui vraiment maintient l'indice donc des valeurs moyennes anglaises, le FTSE 250, dans une tendance haussière depuis 2009, donc vraiment depuis les points bas de la crise des subprimes. Donc on est vraiment dans cette tendance haussière, vous voyez toutes les zones de contact, et eh bien, l'annonce du Brexit n'a pas permis la cassure, de même que l'indice FTSE n'avait pas cassé son support, le FTSE 600, le jour du Brexit. De la même manière, le FTSE 250, lui, n'a pas validé la cassure de cette trendline, cette ligne de tendance haussière. On noterait également la présence de la moyenne mobile à 200 semaines, qui était également en soutien. Et les cours ont vraiment pris appui sur ce niveau et sont repartis à la hausse. Donc on se trouve maintenant un petit peu dans une configuration d'attente, de consolidation latérale. Donc ce rebond a permis à la théorie de dos qui nous dit qu'une tendance, on reste dans une tendance haussière quand on a des creux et des sommets de plus en plus hauts. Et donc le rebond qu'on a pu observer sur la ligne de tendance a permis de maintenir cette fameuse théorie de dos, donc la tendance haussière est toujours valide. Cependant, depuis donc les sommets de 2015, on voit très clairement qu'on est dans une consolidation latérale et pour l'heure, il est difficile d'anticiper si on arrivera ou pas à franchir, à sortir de cette consolidation latérale par le haut. Pour l'heure, on peut voir que le niveau de support a tenu, que la ligne de tendance est toujours valide, qu'on est toujours dans un système de creux et de sommets de plus en plus haut, donc la théorie de dos reste valide. Mais toutefois, il faut se méfier, ces phases de range de consolidation latérale peuvent parfois déboucher par des sorties haussières. Mais en tout cas, ce qui est très intéressant, c'est que ça a validé le support très important autour des 15 400 points. Et clairement, on restera en cas de cassure de ce niveau, des 15 400 points. Là, on invalidera clairement la tendance haussière. On aura vraiment un niveau très fort qui aura été enfoncé si on est à passer sous ce niveau. Et là, très clairement, ce sera un signal très très baissier sur les marchés. À l'inverse, si on est à sortir par le haut et à valider durablement, alors quand je dis durablement, c'est souvent sur des clôtures journalières ne suffisent bien souvent pas. Même hebdomadaires, on peut avoir des signaux de fausse cassure à la hausse qui sont très fréquents. Mais si vraiment on arriverait à pousser au-dessus des 18 393 points sur plusieurs semaines, à faire une hausse assez saine au-dessus de ce niveau, là, à ce moment-là, on pourrait reporter le range latéral, la consolidation latérale, pour viser des cibles à très moyen terme beaucoup plus élevées qui nous emmèneraient jusqu'aux 21 400 points. Mais pour l'heure, ce n'est pas encore d'actualité. On a vraiment cette grosse zone des 18 300-400 points à surveiller qui correspondent peu ou prou aux 7 130 points sur le FTSE 600. Donc niveau à surveiller, même si la tendance haussière a été préservée suite au Brexit sur l'indice aussi également des valeurs moyennes. Donc qui finalement ne se porte pas plus mal. Je vous ai mis d'ailleurs un graphe. Alors je ne sais pas si... Voilà. J'enchaîne peut-être directement sur le graphique du ratio justement du FTSE 600 contre le FTSE 250. Donc là, c'est le ratio des grandes capitalisations des valeurs anglaises, donc du FTSE 600 par rapport aux moyennes capitalisations, le FTSE 250. Et je voulais juste vous montrer, puisqu'on avait beaucoup parlé dans la presse notamment, de ces fameuses valeurs moyennes qui, elles, souffraient énormément. Donc on a effectivement vu, c'était très intéressant, dans les premiers jours, les premières semaines qui ont suivi, une énorme surperformance de l'indice FTSE 600, donc des grosses capitalisations, des grandes capitalisations. Donc à ce moment-là, effectivement, le FTSE 250 réagissait un petit peu comme les autres indices de la zone euro, que ce soit le CAC, le DAX ou même l'IBEX ou le FTSE MIB. Il était un peu dans la même configuration, mais on voit que depuis juillet, on va dire début juillet, mi-juillet, on a un phénomène inverse qui s'est produit et on a vraiment un retournement du ratio à la baisse et on est revenu quasiment au point de départ. Donc au final, la surperformance du FTSE 600, comme je vous le note, a vraiment fait long feu. Et depuis juillet-août,
le FTSE 250 s'est remis à surperformer l'indice FTSE 100, l'indice des grandes capitalisations. Peut-être que les opérateurs ont fait du stock picking pendant l'été, ce qui a permis justement un rattrapage des cours, une resynchronisation de ces deux indices. Voilà, peut-être. Effectivement, c'est une première explication. Il y a une deuxième un peu plus également fonda qui consiste à voir que une fois la bombe passée du Brexit, les gens se sont finalement rendus compte que tout ça allait prendre énormément de temps et que finalement c'était pas pour tout de suite et donc il n'y avait pas de raison non plus de paniquer tout de suite. Hein. Vous savez comment réagissent les investisseurs dès qu'on leur dit que c'est pour 2017, 2018, 2019. Tout ça c'est très loin, donc finalement les indices, même les valeurs moyennes du FTSE 250 ont permis un rattrapage qui est peut-être que de court terme, mais en tout cas à l'heure actuelle l'effet est nul et finalement les grandes capitalisations ne surperforment plus les valeurs moyennes sur le marché anglais. Donc je trouvais ça assez intéressant à vous montrer aujourd'hui. Voilà, on peut passer maintenant, enchaîner sur les devises. Donc, comme Nicolas vous le disait, on va parler aussi également de la livre sterling, évidemment. Donc là, vous avez un graphique du câble de la livre contre le dollar, donc en base journalière. Donc avec un graphique qui démarre en octobre, vous avez à peu près un an d'historique. Donc vous voyez l'évolution depuis un an. Donc on voit très clairement le décrochage qu'il y a eu au moment du Brexit. Hein, forcément, la dévaluation de la livre a été assez importante. On voit d'ailleurs au passage brièvement que dans les semaines qui avaient précédé, le mouvement était clairement inverse. Mais juste avant le Brexit, on peut noter que la paire de devises avait vraiment atteint un niveau assez critique, assez clé, autour des 1,50. Donc vraiment, on s'était positionné, mis en attente juste avant le Brexit, et c'était presque à croire qu'on était revenu tester la zone de résistance exprès juste avant l'annonce. En tout cas, il y avait ce gros niveau de résistance à 1,50. Derrière, bon, évidemment, grosse dévaluation de la livre, donc signal baissier. On a cassé le gros niveau de support donc autour des 1,4, des 1,40. Et pour nous, cette zone va vraiment faire office de résistance maintenant, selon un principe de polarité qui est assez classique en analyse chartiste. Donc un niveau de support qui, quand il est enfoncé, devient un niveau de résistance, qui marche d'ailleurs dans les deux sens. Un niveau de résistance dépassé devient un niveau de support. Donc pour nous, cette zone des 1,40 fera vraiment office de zone de résistance et sera difficile pour nous à les franchir, à les dépasser dans les semaines, voire les mois qui viennent. À plus court terme, je vous ai mentionné le haut du range. On voit que depuis l'annonce du Brexit, la paire de devises a ensuite consolidé au sein d'un canal de consolidation latérale avec une borne haute assez claire au niveau des 1,35. Donc c'est notre premier niveau de résistance. Également au niveau juste au-dessus de la borne de haute de Bollinger qui s'aplatit. Donc c'est un niveau assez intéressant. Alors de la même manière, c'est un graphique qui date de la fin de semaine dernière. Donc de ce que j'ai pu voir, les cours sont déjà repartis un peu à la baisse. Donc on reprend la tendance baissière. Donc notre scénario, en tout cas baissier sous les 1,35 est en train de se valider pour l'heure. Donc on gardera vraiment un œil sur la zone des 1,35. Pour nous, tant que ce niveau est résistance, on a une forte chance de valider, de sortir par le bas de cette phase de consolidation latérale entre les 1,2785 et les 1,35, qui conduirait ensuite la paire de devises à retrouver une dynamique plus baissière, une tendance plus marquée à la baisse, avec un niveau de support à 1,245, voire en extension un niveau de support, une cible un peu plus moyen long terme, autour des 1,1670, qui peut paraître tout à fait envisageable dans un scénario de tendance baissière. C'est vrai qu'il y a beaucoup de banques qui ont revu ces derniers temps leurs prévisions et je crois qu'on tombe autour des 1,18, 1,20 en moyenne. Les plus baissiers visent entre 1,05 et 1,10, d'autres plutôt une stabilisation autour d'un 1,25, 1,30, mais on n'a plus grand monde qui vise à la hausse au-dessus des 1,35. Déjà d'une part parce que la livre est sous pression et puis en plus parce qu'on a un dollar qui quand même a été assez soutenu ces derniers temps, d'autant plus que les États-Unis restent dans un cycle de resserrement monétaire.
Alors par rapport à ton scénario baissier que je conçois tout à fait, je voulais tout de même montrer un graphique mensuel, un peu comme tout à l'heure tu avais un scénario haussier de court moyen terme, je mettais en avant une résistance de très long terme. Là tu as donc un scénario baissier dans le sens de la dynamique baissière, ce qui se conçoit tout à fait. Je voulais vous montrer donc ce graphique pluriannuel sur 20 ans. Et on peut constater quand même que la livre a déjà connu des tendances baissières assez puissantes, des décrochages de cours de 2000, 3000, 4000, 5000 points, voire plus. En 2008, on a décroché de 7000 points en l'espace de quelques mois. C'était historiquement violent, mais vous pouvez voir que cette baisse était en fait la résultante d'une hausse qu'on avait eue sur les années précédentes. Donc au final, ça fait du bien de prendre des graphiques de très long terme. Et donc voilà, j'ai une oblique qui passe par tous les plus bas. On a pris appui dessus il y a 3 mois. En fait, il y a 3 mois, quand on travaillait la zone des 1,28, j'ai écrit une analyse pour dire le pire n'est pas forcément certain et de dire que voilà, à court terme, on était plutôt sur un support pluriannuel, qu'on avait le dollar sous pression, qu'on avait des rebonds qui pouvaient se mettre en place. On a eu donc plusieurs phases de rebond de 1,28 à 1,35, mais comme tu l'as très justement dit, les 1,35 faux résistance, d'ailleurs, on peut constater que ça correspond aux anciens plus bas de 2008, exactement. Donc ancien support historique cassé, devenu résistance. On voit bien sur ton graphique la zone des 1,40, c'est assez clair, je pense, sur le long terme, qui avait servi plusieurs fois depuis les années 2000 de support et qui a été cassé, donc c'est vraiment un gros niveau maintenant de résistance. Alors après, je peux comprendre que la tendance soit baissière et que les risques soient baissiers. Il y a 2 scénarios qui pourraient faire que cette zone de prix en fait ne casse pas et que à moyen long terme la livre se retourne. Le premier scénario, ce serait que les États-Unis montent peut-être les taux une dernière fois en fin 2016, mais qu'ils ne les remontent plus, auquel cas le dollar ne serait plus recherché. Et même si la livre était sous pression, la livre contre le dollar profiterait justement d'une dépréciation de la devise américaine et pourrait alors se reprendre, techniquement parlant. Et puis, deuxième scénario, mais on en parlera peut-être plus tard, et s'il n'y avait pas Brexit ? Je dis ça, je ne dis rien, mais on en entend parler en tous les cas. Sur Bloomberg, les spéculations fusent à ce niveau-là. Pour l'instant, on est dans une optique de 2 années, mais et si jamais le Brexit n'avait pas lieu, voilà, si ce support pluriannuel tenait et que le Brexit n'avait pas lieu, on aurait aussi une chance de voir une inversion. Mais tu l'as très bien dit, on a des niveaux clés de résistance, notamment les 1,35, donc si et seulement si les 1,35 venaient à céder, eh bien ça pourrait corroborer ce scénario un peu alternatif et contre-tendance. Ouais, 1,35, 1,40, c'est vraiment la zone. On voit très bien qu'à très long terme, si on repasse au-dessus des 1,40, en fait c'est comme si on avait eu un trou d'air d'un ou 2 trimestres dû à un événement historique. C'est ça, et on validerait clairement la trendline que tu mentionnes de très très long terme en pointillé, et à ce moment-là on repartirait dans un scénario beaucoup plus de rebond, effectivement. Et puis quand je disais tout à l'heure que toutes les banques étaient négatives, ça avait aussi pour but d'alerter mes auditeurs habituels qui savent très bien que quand le consensus est trop haussier ou trop baissier, généralement les marchés aiment bien faire l'inverse. Alors on va passer notre paire. C'est un peu je vais passer peut-être un petit peu plus vite parce que c'est un peu la même idée. Donc là, on est sur un graphique donc, de l'euro contre la livre. Donc là, on venait de voir la livre contre le dollar. Pour montrer un peu la même idée, vous avez un graphique journalier sur 1 an. Et on voit très bien l'accélération donc il y a eu ensuite juste après le Brexit, l'équivalence des niveaux, ce qu'on peut retrouver les 1,40 qu'on mentionnait sur le câble, on le retrouve autour des 0,8 sur les 0,80 sur l'euro sterling. Pour nous on est dans une tendance haussière qui devrait perdurer, qui devrait se poursuivre. On a une phase de consolidation légèrement latérale, bien qu'elle reste dans une légère tendance haussière. On n'a pas vraiment de signaux de retournement. On avait eu un petit peu, si on regarde vraiment, on va chipoter dans le détail, le RSI, donc l'indicateur de tension, qui avait validé une divergence baissière vraiment sur le second top.
Mais on voit que sur la baisse, le RSI a digéré très très vite cette divergence. Et la devise, elle, la paire de devises n'a pas baissé beaucoup pendant cette période. On est vraiment revenu, on n'a même pas réussi à casser les anciens points bas qu'on avait touchés en mois de juillet. Et donc le RSI, lui, est repassé bien en dessous les 50. Donc pour nous, on a purgé en fait. Ouais, on a purgé assez vite cet élément. C'est vraiment typique d'un marché quand même où la tendance est assez forte, où même les signaux de divergence sur les indicateurs qui montrent qu'il y a vraiment de la surchauffe au niveau de la tendance haussière, même ces signaux-là qui peuvent être très puissants et vraiment induire des retournements de tendance assez forts. Même là, dans ce cas-là, on n'arrive pas à valider et à vraiment repartir clairement à la baisse. Donc pour nous, c'est vraiment le signal que même si la consolidation pourrait encore perdurer un peu, qu'in fine, on devrait aller voir des niveaux de résistance plus élevés, donc qu'on a identifié nous autour de 0,88 et 0,90, 0,91, donc les prochaines cibles à la hausse sur l'euro sterling. Voilà. Alors sur ce petit graphique maintenant on quitte, enfin c'est toujours pour parler de l'effet devise en fait, donc je vous parlais de l'effet de ce qui s'était passé sur l'euro sterling, donc sur la livre, et donc sur ce petit graphique c'était simplement pour vous montrer l'évolution du FTSE 600. Donc on a vu en début de présentation que le FTSE 600 avait vraiment rebondi très fortement, validant une figure assez puissante en tête et épaule. Mais quand on regarde l'évolution donc, du FTSE en euros, donc c'est ce que je vous indique ici, c'est assez intéressant pour voir toujours et enlever un petit peu l'effet devise. Alors très souvent, le fait de changer la devise ne change pas si vous regardez l'indice Stoxx 600 par exemple ou l'indice Eurostoxx en dollars, vous aboutirez à des configurations techniques qui sont assez similaires. Là en revanche, on voit que la configuration est très différente puisque le FTSE 600 exprimé en euros, on voit très bien que depuis le Brexit, eh ben, tout comme les autres indices européens, le FTSE 600 n'est pas parvenu à sortir de son range, de sa consolidation latérale de moyen terme, donc qui dure quand même depuis le début de l'année, voire même la fin de l'année dernière. Et donc quand on regarde ce graphique, on voit tout de suite qu'il est beaucoup moins engageant, en tout cas en termes de tendance haussière. On est toujours sous le coup de cette tendance baissière qui dure depuis 1 an, 2 ans. Et on est rentré dans une phase de consolidation latérale. Mais pour l'heure, il est difficile de voir si on va pouvoir sortir des niveaux. Alors je vous ai mis les niveaux de correspondance, mais bon, ces niveaux de prix ne correspondent pas à grand-chose, sachant que ce sont donc des niveaux en euros, donc les 8300 points et les 7000 points pour la borne basse. Donc on évolue au sein de cette zone, cette consolidation latérale, et on voit très clairement qu'en fait, exprimé en euros, l'indice FTSE a vraiment la même tête, entre guillemets, que les autres indices en Europe. On voit que tout comme le CAC et le DAX, en fait, le FTSE en euros a tenu ses supports, les supports qu'il avait testés en fait pendant l'été. On voit qu'il est haussier, qu'il est en train de retourner vers ses résistances. On voit qu'il a encore un peu de potentiel. Par contre, peut-être que la prudence sera de mise d'ici quelques pourcents. Exactement. Donc c'est toujours intéressant de garder un peu en tête les variations, mais exprimées dans les mêmes devises, histoire de voir un petit peu plus clairement ce qui se passe. Donc en cassure, évidemment, exprimant en euros également, les niveaux peuvent être assez puissants. Donc si on arrivait à sortir de ce range à la hausse, tout comme sur les autres indices, là on y verrait quand même beaucoup plus clair et on pourrait jouer quasiment la figure en double bottom qui se dessine, et on pourrait aller voir un rebond, on pourrait attendre un rebond beaucoup plus marqué. Mais on voit que pour l'heure, cette hausse de l'indice anglais est quand même à prendre avec des pincettes, clairement. Très intéressant. Et pour répondre à Eddy qui posait la question, effectivement, c'est un graphique Bloomberg. Oui, exactement. Donc, pour revenir sur ce Brexit, les impacts et les échéances. Donc, on a vu que le Brexit avait engendré une évaporation de 2000 milliards de dollars en 24 heures, mais que très rapidement, l'effet de l'impact du Brexit avait été effacé. Les opérateurs ont en effet pris note d'un calendrier de long terme pour la mise en place de ce dernier, avec peut-être une mise en place en avril 2017 qui nous donnerait 2 ans de plus, donc ça nous emmènerait en avril 2019.
La livre, elle a perdu 12% depuis le 23 juin. Elle est peut-être maintenant encore un peu plus bas, à moins 14, moins 15%. En plus, elle est impactée par une politique monétaire accommodante, puisque la BOE, la Banque d'Angleterre, qui ne faisait pas de quantitative easing, a un peu repris ses opérations. Elle a baissé les taux d'intérêt, elle est en soutien, donc désormais elle est dans le même lot que les autres banques centrales. Et puis donc l'article 50, ce fameux article clé qui aurait dû être déclenché, n'a toujours pas été déclenché par Theresa May, première ministre anglaise. Donc je vous parlais de cela dans la matinale il y a quelques séances. On parle peut-être maintenant de fin janvier, début février. Si tel devait être le cas, ça nous donnerait fin janvier, début février 2019, donc plus de 2 ans par rapport au cours actuel. Et c'est la raison pour laquelle on peut dire qu'à court terme, eh bien, le Brexit n'a absolument plus aucun impact sur les marchés financiers. C'est ça, il se focalise plus sur justement l'impact que les investisseurs voient. Eux, c'est la poursuite de la politique monétaire accommodante. Ça, effectivement, ils le voient très rapidement. En revanche, la sortie, ça, c'est pour beaucoup plus tard. Donc, pour l'heure, ils préfèrent se focaliser sur... finalement, le Brexit, ça a permis de poursuivre, de prolonger, voire d'accroître cette politique monétaire accommodante. C'est politique, puisque... Tout le monde est un peu dans le même lot. C'est un peu comme en Europe et au Japon, bad news is good news. Voilà. Donc quand la situation ne va pas bien, eh bien, les banques centrales sortent du bois et ça ravit les investisseurs de moyen long terme. Donc voilà, on est passé cette partie sur l'impact du Brexit, ce que ça a engendré, les scénarios potentiels donc sur les actifs qui ont été le plus impactés par ce dernier, donc FTSE et livres principalement. On va maintenant pouvoir faire une revue de marché moyen-long terme. Dans la matinale au quotidien, on regarde les graphiques intraday, les graphiques sur quelques séances. Et ici, on va pouvoir donc partager tes graphiques de moyen-long terme sur les indices, me semble-t-il. On va commencer par les indices actions. Exactement. Et très intéressant. Alors, petite thématique des dernières semaines pour nos auditeurs, donc que vous sachiez un petit peu où on en est actuellement. Les indices US plafonnent sur leur plus haut, sur des records historiques, donc on est quand même sur une tendance haussière puissante. Ces derniers jours, on a les banques centrales qui ont été en soutien. Je crois que là, le S&P 500 ce soir est à 1% de ses plus hauts historiques. La Fed garde le cap d'une possible hausse de taux d'ici la fin de l'année. Elle est accommodante à très court terme. On parle d'une hausse de taux en fin d'année et on ne peut pas dire que c'est être agressif que de parler d'une hausse de taux. Ça n'aurait pas un impact très fort. Le pétrole Brent, lui, il est arrivé à la croisée des chemins, autour des $50. On en parlera tout à l'heure. Les indices européens évoluent dans des ranges et comme on disait il y a quelques instants, pour l'instant, on est dans un mouvement de rattrapage haussier qui pourrait nous mener sur ces fameux hauts de range. La zone des 4600, 650 sur le CAC, etc. On va justement les passer en revue. Donc pour finir cette introduction, la bonne tenue des indices perdurera tant que l'appétit pour le risque prévaudra. Attention néanmoins à d'éventuels signaux baissiers sous les supports de moyen terme. Donc ça tombe bien puisqu'on a plus ou moins les mêmes graphiques, plus ou moins les mêmes vues de marché pour que vous compreniez un peu cette revue indicielle. À court terme, on était sur des supports en début de semaine quand Nicolas a préparé ses graphiques et qu'on en a discuté. Parce que ces supports avaient tenu, on avait identifié donc des cibles haussières de court terme, mais à moyen terme, la donne pourrait être tout autre. Donc voilà, on va passer les différents indices et voir ensemble les niveaux à regarder. Mais avant toute chose, tu avais un petit tableau à nous montrer, très intéressant. Oui, c'était juste pour vous montrer, avant d'attaquer sur les indices européens, les variations depuis le début de l'année, donc des principaux indices mondiaux. Donc vous voyez, je fais ça un petit peu par zone, les États-Unis avec le S&P en hausse de 4%, le Brésil, lui, qui est carrément en hausse de 30%, au Canada, le TSX en hausse de 10%. On voit la zone Asie-Pacifique qui, elle, est beaucoup plus mitigée. On a vraiment des grosses disparités entre un indice Nikkei qui perd quasiment 14% depuis le début de l'année. Alors un petit peu moins, encore une fois, ce sont les chiffres, comme le disait Nicolas, de la fin de semaine dernière, début de cette semaine. Donc avec le rebond qu'on a vu, ces chiffres ont peut-être un petit peu bougé, mais les grosses tendances sont là. Et en revanche, on voit que l'indice, par exemple, d'Hong Kong, le HSI, lui est en hausse de 7%. Et puis évidemment l'Europe. Alors l'Europe, toujours à la traîne, entre guillemets, avec là également, même si quasiment tout est dans le rouge, sauf évidemment le FTSE 100, comme je vous le disais, donc qui a permis, notamment grâce à la dévaluation de la livre,
une accélération haussière, mais encore une fois, comme je vous le disais, exprimé en euros, la donne est tout autre. Et on voit que les indices européens ont du mal avec des indices très à la traîne, comme l'indice italien, par exemple, le FTSE MIB, qui est encore en très très forte baisse. Donc on voit que le rattrapage commence un petit peu à avoir lieu, mais qu'on est encore très très loin des performances qu'on peut avoir, notamment aux États-Unis. Et un autre élément d'ailleurs qui est très important, que je remarque vraiment depuis maintenant, enfin ça fait un petit moment que ça dure, mais c'est vraiment très présent maintenant, c'est la concomitance, je pense que tu as remarqué ça aussi Nicolas, entre le Nikkei et les indices Europe, on va dire l'indice européen majeur, le Stock 600. Pour prendre celui-là, la correspondance, la corrélation entre le Stock 600 et le Nikkei est vraiment de plus en plus importante. On a vraiment des indices européens qui prennent le chemin. Et donc, est-ce que ça induira la même chose d'un point de vue économique? Ça, je ne sais pas, je ne saurais pas le dire. La japonisation européenne. Ouais, ça fait un petit peu peur quelque part, mais en tout cas, d'un point de vue graphique, c'est assez flagrant et de voir que la corrélation, elle est vraiment entre le Stock 600 et l'indice Nikkei, et que l'indice S&P 500, les indices américains, et encore évidemment plus les indices émergents ou autres, vivent de plus en plus leur vie. Il y a vraiment une grosse décorrélation entre l'indice S&P 500 et le Stock 600. Vraiment, pour vous, investisseurs, je pense que quand vous investissez, il faut vraiment sortir, si vous investissez en Europe, effectivement, pendant très longtemps, on se basait sur la séance Europe, la séance américaine, et on essayait d'avoir des tendances assez cohérentes entre les deux zones. Maintenant, c'est quasiment vraiment plus le cas. On peut vraiment dire que les deux indices n'évoluent pas de la même manière. Et encore une fois, voilà, malheureusement, si on peut dire, le Stock 600 vraiment maintenant évolue de la même manière que le Nikkei. Donc c'est plus vers la séance Asie qu'il faut se tourner que vers la séance américaine. Et puis je dis souvent à ceux qui nous écoutent qu'il faut bien choisir ces indices. Souvent on regarde l'indice américain comme l'indice directeur. Donc tu sais, début septembre, on a eu une consolidation des indices européens. Les indices américains tenaient très bien. Donc si on regardait les États-Unis, qu'on achetait de l'Europe, ça pouvait être un petit peu frustrant justement de voir ces indices baisser. Ouais. Après, on peut s'en servir aussi différemment. Vendredi dernier, les indices américains tenaient très bien. L'Europe s'est fait une frayeur. C'était aussi le moyen de pouvoir attraper du DAX, du CAC pas trop cher sur les niveaux de support et de jouer cet effet de rattrapage assez intéressant. Donc aussi... la semaine dernière, on avait des indices US en hausse et des indices CAC, le CAC en baisse. Donc je dis souvent, regardez les forces relatives. Si on est acheteur, on va plutôt aller chercher les plus forts. Et si on est vendeur, on va plutôt aller chercher les plus faibles. Alors on va enchaîner donc avec des graphiques de moyen-long terme. Alors voilà, donc on passe à l'indice phare, l'indice français, l'indice CAC 40. Donc là, vous avez un graphique vraiment de long terme pour le coup, c'est un graphique mensuel, donc vous voyez vraiment une évolution depuis les années 2000. On voit le sommet qui avait été atteint avant l'éclatement de la bulle des technos. Vous voyez le deuxième pic qui avait été atteint en 2007, avant l'explosion de la deuxième bulle, celle des subprimes, qu'on appelle celle des subprimes. Et donc vous voyez qu'en fait les cours de l'indice français, l'indice parisien sont venus buter et ont validé cette ligne de tendance baissière vraiment de très long terme qui est en place depuis les années 2000, donc courant 2014-2015. Et donc on est vraiment encore sous la pression de cette ligne de tendance baissière. Et ben ça, d'un point de vue graphique, on le paye assez cher et c'est aussi pour ça qu'on est vraiment dans un cycle de sous-performance de l'Europe. Donc pour nous, c'est vraiment la zone, cette ligne de tendance baissière est vraiment c'est la zone clé à surveiller au cours donc là, on est vraiment sur des scénarios de moyen-long terme. Donc au cours des prochains mois, voire des prochaines années, puisqu'on peut mettre beaucoup de temps, si on continue sur ce rythme à osciller comme ça sans vraiment avoir de tendance, on peut rester dans une phase comme ça assez longtemps. Donc ça peut prendre du temps avant de revenir éventuellement tester cette zone vraiment clé de résistance autour des 5810 points actuellement. Mais cette zone va évidemment évoluer. 5010 points. Tu 5010 points, 5010 points, 5800. pardon. Oui, 5010 points. Petit lapsus. Parce que les investisseurs, là, les gérants aussi, on entend beaucoup ça, notamment dans les médias, etc., suivent le range actuel. Donc si on en sortait à 4600, c'est vrai qu'on pourrait peut-être connaître une accélération. Il y a des gens qui se forceraient à rentrer dans le marché, puis ça pourrait créer comme ça un engouement. Mais si on revenait de nouveau vers les 5000, 5100, il est clair qu'il faudrait d'une prudence extrême. Ce serait peut-être pour les baissiers, justement, l'opportunité de rentrer sur une résistance majeure. Exactement.
C'est pour ça on va reparler du scénario un petit peu plus court terme après, mais effectivement, même si on venait à dépasser ces 4600 points, il faudra vraiment garder à l'esprit qu'on ne passerait pas agressivement haussier, on aurait un potentiel de hausse qui serait assez limité au vu de ce graphique de moyen long terme, de long terme, et on serait toujours, parce que même si on venait casser, on voit très bien qu'on a plus de dynamique maintenant à moyen terme, avec des bandes de Bollinger qui sont complètement plates. Donc ça peut prendre énormément de temps avant de sortir de cette zone et de vraiment retrouver une tendance pérenne. On voit également sur les indicateurs que l'indicateur RSI, donc en base mensuelle, donc encore une fois, ce sont des signaux vraiment moyen-long terme, a cassé sa ligne de tendance. Et c'est un signal quand même à long terme qui est plutôt négatif, avec également la cassure de la moyenne mobile à 20 mois. Ça n'arrive pas si souvent. La dernière fois, quand c'était arrivé, on peut voir qu'il y a souvent des accélérations assez violentes quand ça arrive, que ce soit en 2011, où là, les marchés avaient réussi à rebondir. Et je ne parle pas de l'exemple effectivement de 2007, ou voire même de la bulle des technos. Donc quand on commence à passer sous ce signal technique, la moyenne mobile à 20 mois, c'est quand même pas très très bon. Et combiné à la cassure de la tendance sur le RSI également, on est quand même dans des situations, dans les configurations techniques pas très engageantes à long terme sur l'Europe. En fait, on avait beaucoup d'éléments techniques, cassure d'oblique haussière, échec sous les 5100-200 points en 2015, donc à très long terme, le RSI, la cassure de la MM20 mensuelle, et on peut dire qu'en fait, depuis 6-8 mois, c'est le travail des banques centrales qui soutient artificiellement les cours et qui empêche que ce fameux scénario technique se développe. Se réalise, ouais, tout à fait. Mais ce qui doit arriver arrivera. Oui, très souvent. Ouais. On voit que ce qui tient encore d'un point de vue technique, c'est vraiment cette belle moyenne mobile à 50 mois, vous voyez, qui est vraiment très intéressante. Moi, je la suis depuis pas mal de temps. Je pense que toi aussi, Nicolas, elle est vraiment très propre. On est revenu dessus. Mais clairement, le fait qu'on soit venu la tester 2 fois, alors même si elle est encore ascendante, donc elle a permis aussi à l'indice finalement de résister. Mais ces nombreux tests consécutifs et de plus en plus rapprochés, on voit qu'en 2012-2014, on l'a testé une fois tous les 2 ans, c'était encore assez sain. Là, on voit qu'on est venu la tester 2 fois de manière très rapprochée, en l'espace de quelques mois. Donc c'est quand même pas très engageant et il se pourrait bien qu'elle finisse par céder et que se retourner finalement si on venait avoir une énième accélération à la baisse dans les mois qui viennent et qu'on revenait tester la bande basse de Bollinger. À ce moment-là, la moyenne commencerait tout doucement à tourner et ça commencerait à sentir plus très très bon là sur les marchés actions très clairement. C'est pas encore le cas, mais c'est donc à surveiller. Super. Donc ça on va dire c'est le big picture. Voilà, ça c'est vraiment la prise de recul long terme à garder en ouais. tête lorsqu'on est un investisseur, notamment sur les valeurs françaises. C'est ça, à plus court terme. Donc là, vous avez un graphique encore hebdomadaire, donc on reste quand même encore sur des niveaux de projection. C'est le même scénario. On voit un peu plus clairement la ligne de tendance, je n'en ai pas parlé, donc qui a été cassée, ligne de tendance, donc on va dire de moyen terme, puisqu'elle est en place depuis 2011. Donc qui a vraiment été cassée. Et depuis, les cours évoluent sous cette ligne de tendance. On a des phénomènes de retour, phénomènes de pullback, ce qu'on appelle en analyse technique. Mais bon, je ne sais pas ce que tu en penses, Nicolas, mais généralement, quand on a des pullbacks répétés comme ça, quand on n'en a qu'un et qu'on repart à la tendance baissière, c'est plutôt... les pullbacks se réalisent souvent une fois et la tendance repart très très vite dans la foulée. Donc là, c'est pas ce qu'on a observé, mais les niveaux sont le niveau clé sur le CAC 40 reste les 4600 points. Vous voyez là, le haut de la phase de range, le haut de la bande de Bollinger. Le RSI, lui, est également sous sa ligne horizontale, juste au niveau des 50%, donc de sa zone de neutralité. On voit qu'il évolue toujours dans une tendance plutôt baissière sous sa zone de neutralité. Voilà, une moyenne mobile à 50 semaines qui s'aplatit. Pour l'instant, pas de quoi se réjouir. Ouais. Mais en fait, ce qu'il y a, c'est que ces graphiques de moyen long terme, je les corrobore souvent aux fondamentaux qui, pour moi, se déprécient. Et j'explique en fait aux auditeurs que depuis le début de l'année, on a tenu les supports. Avec le Brexit, on a tenu les supports, donc cette fameuse zone des 3900 points. Et plus on retourne vers les 4005, 4006, plus on est dans un marché de vagues. Et donc, ce haut de range, voilà, peut être une zone dans laquelle certains vont vendre, d'autres vont prendre des bénéfices. Après,
même si à moyen et long terme, je comprends tout à fait ton scénario et j'ai plus ou moins la même vision des choses, je ne serais absolument pas étonné qu'on essaye de casser 4600 pour aller buter sous tes 4750 afin de donner un faux signal haussier de marché pour mieux rechuter par la suite. On a souvent besoin de ce phénomène de prise d'élan et donc je pense que même ça va correspondre au scénario de court terme que tu voulais présenter. Ouais, et puis c'est tout à fait possible, juste avant de passer au court terme, effectivement, parce que même si on venait à casser les 4600 points, alors c'est les zones qui sont les plus difficiles en analyse technique, graphique, parce que la cassure du niveau, même si elle s'effectue sur quelques jours, voire même quelques semaines, elle est toujours difficile à vraiment bien juger. Et comme on reste, quoi qu'il arrive, même si on est à dépasser ces 4600 points, d'un point de vue purement graphique, on reste entre une borne, un sommet, et les précédents points bas à 3900 points. Donc très souvent, en milieu de gros range comme ça, on a très souvent effectivement des signaux, des faux signaux, des fausses cassures. Donc effectivement, même si les 4600 points ont l'air assez purs, assez clairs comme ça, il faudra vraiment se méfier si on venait à les attaquer, ce qui est notre scénario de court terme, si on est à les rattaquer, à les dépasser, dans les semaines qui viennent, à ne pas s'emballer non plus complètement. Donc on va voir justement le scénario court terme. Donc ça, c'est un scénario de court terme que j'avais présenté aussi en début de semaine à nos auditeurs, cette fameuse zone des 4003 qui a été testée vendredi dernier. On s'est fait une petite frayeur, les bancaires étaient sous pression. Et puis là, cette semaine, on a eu un regain d'intérêt, on est remonté très rapidement. D'ailleurs, je crois qu'on a touché les 4500, on s'est approché les 4530 aujourd'hui. Aujourd'hui, ouais, je pense qu'on devait vraiment pas être très très loin. Effectivement, donc scénario graphique de la fin de semaine dernière, où on avait à ce moment-là un discours de rebond à l'approche de la borne basse du biseau qui s'était formée. Alors je vous rassure, ça n'a pas été fait a posteriori. C'est tout simplement que vous vous doutez bien qu'on prépare ce genre de webinaire. Donc voilà, ça c'était le scénario présenté par Nicolas jeudi dernier. Voilà, effectivement. C'est bon de le préciser. Mais donc à ce moment-là, on avait cette vision du rebond, tout simplement parce qu'il y avait la grosse zone de support, comme tu le mentionnais, autour des 4290 points. Et puis les banquiers centraux qui étaient là aussi fondamentalement. Les banquiers, fondamentalement, étaient toujours là. On avait eu la validation, la sortie de ce biseau qui pouvait laisser penser qu'on aurait pu aller tester, d'ailleurs plus clairement, les 4290 points. On n'est pas venu tout à fait dessus. Les banques centrales sont arrivées avant, j'ai envie de dire, la Banque du Japon la première, et puis dans la foulée la Fed. Mais donc quoi qu'il arrive, ce biseau ascendant qui avait été validé, la cible théorique d'un biseau ascendant, c'est pas forcément, les biseaux sont pas forcément des figures de retournement très puissantes, pas dans tous les cas en tout cas. Et théoriquement, la cible théorique se situe à la base du biseau, c'est pour ça aussi qu'on restait plutôt positif au niveau de la base du biseau, les 4290 points. Donc le scénario est en train de se réaliser, on a eu une phase de rebond, on revient tester cette zone des 4500 points. Donc on va très probablement, peut-être dans l'élan initié par la Fed, par les banquiers centraux, aller tester cette fameuse zone des 4600 points. Mais donc pas d'emballement suite à la Fed. Pour nous, là, on est vraiment à une hausse limitée et il faut voir ce qui va se passer autour des 4600 points. Comme vous l'avez vu sur les graphiques précédents, ça correspond à ce haut de range. Donc on est plutôt quand même prudent à ce niveau-là. C'est des zones aussi dans lesquelles l'investisseur peut ne pas être en position et n'est pas obligé de rester à l'achat et d'avoir le risque d'un échec sous 4600 points ou de vendre les 4006 et de se faire avoir par une éventuelle mèche haussière. On peut aussi dans ces zones-là donner du temps au temps pour voir comment se développe justement la configuration. Exactement. Voilà, un mot sur le DAX, rapidement, parce qu'on est un peu dans les mêmes scénarios. Donc vous voyez qu'on visait un scénario de rebond, on est toujours dans ce scénario de rebond. On avait des gaps assez intéressants qui s'étaient, donc des trous de cotation qui s'étaient formés, qui pouvaient laisser penser qu'il y avait un risque encore baissier. C'est ce que je mentionnais dans le petit texte. Donc fin de semaine dernière, on était sous la pression de ce trou de cotation qui avait été ouvert, avec une figure en double sommet qui avait été validée. Donc clairement, il ne fallait pas que ce soit un gap d'éjection. C'est ça, voilà. Ça aurait pu très bien être un gap de cassure, la validation du double sommet, et là on aurait été plutôt mal. Donc conformément à notre scénario global, on pensait notamment grâce à la sortie aussi de cette figure en élargissement qui avait eu lieu un peu plus tôt dans l'année, on restait quand même positif avec une zone de support autour des 10 000 points. C'est un niveau assez marquant, assez fort sur le DAX.
Et là, donc aujourd'hui, on est repassé au-dessus de ce trou de cotation, autour des 10 573 points. Donc on peut, de la même manière, essayer d'aller voir le deuxième trou de cotation que je vous ai noté là, les 10 743 points. C'est en fait le trou de cotation du début d'année. Alors ça, je leur en parle depuis Ouais, des mois. ça c'est vraiment le pour niveau des est très, analystes très beau. Ouais, ouais. techniques Ouais. comme nous, un gap annuel est tellement d'une extrême rareté. Ouais, En plus, très, c'est très... les 4640 points sur le CAC Sur le qu'on CAC. avait pile Ouais, poil exactement. touché. D'où effectivement la prudence sur le CAC aussi, si on est à dépasser un peu la zone des 4600, Ouais. restez méfiants. Mais Donc c'est là, pareil, tu vois, ça, j'imagine très bien les médias titrés. Donc, imaginons le DAX revenant vers 10 800 points, son haut de range actuel. Imaginons le CAC à 4600 points. Puis, imaginons qu'on dépasse ces zones-là sur une sorte d'euphorie. c'est ça. Je verrais bien les médias titrer les indices européens repassent dans le vert depuis le début de l'année. Et à ce exactement. moment-là, tu as Classique. les gestions classiques qui s'obligent à rentrer parce que si les clients appellent et disent voilà, le CAC repasse dans le vert, nous on est toujours à moins 5, moins 10, pourquoi vous n'avez pas acheté, pourquoi vous n'êtes pas dedans? Et c'est ça qui pourrait créer cette ultime phase haussière sous forme d'excès vers 4008 sur le CAC, 11 000 points sur le DAX pour créer ces fameuses mèches mensuelles C'est ça. hypothétiques. Ouais, Voilà. ouais. Mais c'est un scénario intéressant. Un mot sur le S&P 500. Là, je vous ai mis un graphique hebdomadaire. Donc, vous voyez les grandes tendances. Donc, je vous ai parlé de la déconnexion avec l'Europe. On voit que les indices américains, eux, sont sortis de leur longue phase de consolidation. On voit très bien le canal de consolidation sur le S&P. On est sorti, on a fait de nouveau plus haut. Donc, la cible théorique de cette phase de consolidation se situe autour des 2350 points. Ça peut être un objectif à moyen terme sur les indices américains qui reste attractif. En tout cas, il n'y a pas de signaux pour nous de retournement très clair sur les indices américains qui restent beaucoup plus intéressant en termes de tendance, évidemment, que l'Europe. Mais ça, je pense que vous l'aviez tous vu. Ça, c'est les cibles aussi de UBS, de Morgan Stanley, de Goldman. La zone 2250, 2350, c'est des belles cibles techniques. Ça voudrait dire qu'on revient sur des ratios de valorisation peut-être un peu élevés. Mais vu l'attractivité du marché américain, vu sa tendance, on comprend que certains investisseurs soient sortis des marchés européens délaissés, puis soient allés sur l'indice de référence. On va passer devises matières premières. Allez, on attaque Alors avec... là, je pense, en ayant vu ta présentation, je pense qu'il y a quand même un biais. Non, pas un biais, mais je veux dire un scénario principal qui va être la hausse du dollar qui va venir peser sur l'euro, qui va venir peser sur la livre, qui va venir peser sur le pétrole, etc. On le retrouve, je pense, sur pas mal de C'est ça, exactement. Exactement. Même si, effectivement, donc là, vous avez un graphique de l'euro-dollar, donc en base journalière donc sur un an, pour la dernière année. Donc on voit que la configuration est pas très très intéressante d'un point de vue graphique, c'est pas non plus fantastique. Graphiquement, on peut noter la sortie de ce canal de consolidation haussier, le pullback parfait, sur la borne basse du canal. Mais depuis, on se traîne un peu, je dirais, sur l'euro-dollar. C'est pas très très intéressant. Des bandes de Bollinger qui s'aplatissent également. On a un peu une absence de tendance, des indicateurs de tension qui vraiment montrent peu de dynamique. Une moyenne mobile à 50 jours qui s'est complètement aplatie. Donc pas grand chose à se mettre sous la dent, mais on reste dans un scénario comme tu le disais en introduction, donc voilà, plutôt baissier sur l'euro-dollar du coup, avec un niveau de résistance pour nous autour des 1,1430. Tant qu'on est au-dessous de ce niveau, on vise une reprise de la tendance baissière sur l'euro-dollar. On peut aller le tester, c'est pas impossible. Donc en fait, si on revient vers les 1,14, tu deviens de nouveau très prudent sous résistance. Et à court terme, peut-être que, comme je l'indiquais dans mon émission du jour, la cassure des 1,1120, parce qu'on en a fait un deuxième test en début de semaine, on a bien marqué le support. Et donc à 1,1120, on a un très beau support qui fait office de pivot et qui permettrait aux vendeurs de prendre la main si on passait dessous. À plus court terme encore, parce que là on est vraiment sur un graphique journalier, effectivement, dans une optique de swing trading, on va dire, à quelques jours. Effectivement, là, il y a des supports intermédiaires à jouer, comme tu le mentionnais, autour des 1,11,
autour de la moyenne mobile Mais à 50 jours. Là, c'est tellement ennuyeux depuis un an. c'est difficile là, trouver des tendances pour faire des bonnes opérations. C'est pas La évident. dernière analyse que j'ai écrite dessus, c'était un 14 pour parler de cet éventuel pullback là, sur l'oblique, parce que je trouvais que c'était un cas d'école magnifique, mais depuis, je préfère ne plus en parler parce que c'est un petit peu piégeux. Ouais. On a sur le yen. Ça, c'est l'USD yen, oui. Donc Voilà, là, USD yen. Donc là, par contre, on est vraiment dans la tendance baissière, donc qui a repris d'ailleurs. Hein, donc ce graphique malgré la BOJ, malgré la BOJ, tentative. ouais. On a eu un spike, donc vraiment une accélération très brève au moment de l'annonce, et puis on est reparti très clairement à la baisse. Donc conformément à notre scénario, le test de la ligne de tendance a été alors cette fois-ci, réussi. ils sont intervenus. On a eu, tu vois, en début d'année, en janvier, quand ils avaient mis les taux en négatif, on était monté pendant 48 heures avant de rebaisser Ouais, on voit très bien par la sur le suite. graphique un petit peu plus. Là, ils sont intervenus, j'ai regardé dans les détails, on est monté de 150 points en 3 heures. Et 4 heures plus tard, on faisait déjà des nouveaux plus bas en séance. Pour dire à quel point la Banque du Japon a vraiment perdu la main sur sa monnaie. Quoi. Ouais, c'est clair qu'on est là, enfin en tout cas pour nous graphiquement, tendance clairement baissière. On a tendance qui est assez saine finalement parce que l'indicateur, si vous regardez l'indicateur RSI, n'est jamais finalement survendu. Donc c'est un signe que la tendance est assez durable. Ça marche pour les tendances à la hausse ou à la baisse. Et là, en l'occurrence, la tendance est à la baisse. Donc ça nous signifie surtout que la tendance de fond reste quand même très baissière sur le dollar yen. Donc voilà, pour nous, reprise de la tendance baissière, ça a déjà été le cas après la BOJ, comme tu l'expliquais. Donc pour nous, poursuite, en cassure des 99, on peut aller chercher les 96,7, voire les 93,8. Et peut-être qu'à 93,8, la BOJ intervient. Et peut-être qu'elle interviendra de nouveau, ouais. Donc voilà, à voir, à suivre en tout cas. Une belle tendance, un bel exemple de tendance. Ouais. Alors ça, c'était l'or. Donc je vous avais mis un graphique de l'or pour montrer donc, que l'or, il y avait deux possibilités. Soit en fait on tenait les 1305 et puis on repartait à la hausse, soit si le dollar avait été un peu recherché mercredi soir avec la Fed, on aurait peut-être pu faire un trou d'air dessous et revenir vers ce beau support des 1280-90, moyenne mobile de moyen terme, bas de canal de moyen terme. Il n'en a rien été, le dollar a baissé, les acheteurs ont pris la main. On est actuellement vers 1335 et pour que vraiment la dynamique se relance, il faudra qu'on sorte de ce triangle chartiste. D'ailleurs, j'ai remarqué ce matin que c'était peut-être plutôt un drapeau sur l'argent et j'ai vu que sur ta configuration... Ouais, moi je l'ai tracé en drapeau, pris un effectivement. drapeau. J'ai privilégié le drapeau, mais c'est vrai que... Et t'as bien raison. C'est pas très très clair. Non, mais j'avoue qu'on... on voit pas toujours les mêmes figures. Parfois, c'est assez évident. Dans d'autres cas, on peut essayer. Mais je trouve que sur l'or, en tout cas, j'aime bien effectivement dans ces cas-là prendre la parallèle plutôt au sommet quand les trois sommets sont assez bien marqués, comme c'est le cas ici. Je trouve que la parallèle donne souvent un support qui est intéressant, et surtout en cas de fausse cassure baissière, pour pas se laisser piéger par le niveau des 1300, qui est le niveau psychologique assez rond, assez clair, horizontal. Très souvent, on a des fausses cassures à la baisse. Ouais, donc tu avais aussi, comme moi, les 1285 voilà, j'étais un peu au-dessous. En rappel au cas où on avait un trou d'air. Exactement, sous la trendline, mais voilà, en cas de fausse cassure de cette zone, de petit trou d'air, comme tu le dis, qui serait venu valider en fait la borne basse du drapeau. Mais comme tu viens de le mentionner, on est reparti avant pour l'instant. On peut y retourner peut-être. On ne s'est pas encore validé, vu que tant qu'on n'est pas sorti du drapeau, on peut continuer à osciller et à rester dans cette figure de consolidation. Donc on peut encore revenir tester effectivement cette zone-là. Mais donc voilà, comme tu le mentionnais, là-dessus on est aussi assez d'accord, on a à peu près le même scénario, reprise potentielle de la hausse avec un gros soutien technique autour de ces 1285, 1300 $. Voilà un mot sur le pétrole. Le pétrole qui, lui, est revenu tester. Donc là, vous avez un graphique. Toi, tu n'anticipes pas une épaule tête-épaule inversée. Non. Parce qu'on en entend beaucoup parler. Ouais, je sais, on l'anticipe. On entend beaucoup parler du pétrole à 70 $. Mais je crois que depuis un an, on n'entend que des scénarios haussiers. C'est ça. Il faut se rappeler de la tendance de fond. Voilà, je privilégie plutôt la tendance de fond à la tête-épaule. Alors, pour être honnête, bon après c'est des débats un peu, tous les avis peuvent être donnés, mais c'est vrai que les têtes-épaules,
Je considère que l'épaule gauche, moi pour le coup, intervient trop proche de cette zone ici et c'est pas assez détaché et pas assez belle. Donc pour moi, cette épaule-là est pas très très belle pour dire vraiment que c'est une tête-épaule. À la limite, ce retour ici est assez beau, la phase de retour sur la moyenne mobile à 50. En revanche, parler d'épaule ici, je trouve ça un petit peu cavalier. Tiré par les cheveux, oui. Ouais, c'est un petit peu tiré Et par puis les à la cheveux. limite, on parlera d'épaule tête-épaule lorsqu'il y aura une validation potentielle, parce que l'épaule tête-épaule, je rappelle à nos auditeurs que c'est très souvent la figure anticipée lors de la création de la deuxième épaule, alors que l'analyse technique dit clairement qu'on attendra la cassure validée de la ligne de cou. Donc si et seulement si on venait à casser cette fameuse zone des 51-20 et la ligne de cou, on pourra en reparler. Mais on n'y est pas. Ouais, pour nous, voilà. En tout cas, on marque quand même le niveau de cette grosse résistance, justement autour des 51 $. Mais on n'anticipe pas pour l'instant la cassure, ce qui va aussi un petit peu dans le sens de notre scénario action, mine de rien, en tout cas en Europe, plutôt baissier, plutôt difficile. Donc voilà, c'est suite notamment aussi à la cassure, là on voit un peu plus court terme de cette ligne de tendance haussière. Une borne haute de Bollinger qui fait aussi office de résistance. Donc rebond court terme possible pour aller retester les 51 vers les 51 $, ça c'est tout à fait envisageable. Dans la foulée avec les marchés actions, un petit regain de confiance. Et puis la spéculation sur un peu les gels de production sur les productions. Qui n'arriveront jamais mais dont on parle beaucoup. Voilà, ça c'est envisageable. Mais pour l'heure, nous on n'anticipe pas la cassure de ce niveau, on reste plutôt vendeur sous ce niveau-là. Donc en test de ce niveau, on essaiera de trouver, d'affiner d'une manière un peu plus intraday des nouvelles prises de position baissière. Dans le sens de la tendance de fond. Voilà, exactement. Et des fondamentaux de long terme qui sont une production très élevée, une consommation qui stagne, des stocks historiquement élevés, une production américaine qui reprend et une course à la production de l'ensemble des pays du Golfe qui font croire qu'ils vont se mettre d'accord mais qui en fait cherchent tous à reprendre des parts de marché. En plus, effectivement. Et puis pour finir donc cette présentation, quelques valeurs intéressantes. De beau trend following. Ouais, exactement. Donc le trend following pour les auditeurs, c'est du suivi de tendance. Le but, c'est d'aller chercher des titres qui sont dans des belles tendances, qui surperforment. Exactement, donc on a, malgré, donc là je suis resté en Europe, je vous ai mis que des valeurs Europe, si vous avez la possibilité également d'aller sur des valeurs américaines qui peuvent être très très attractives, mais je me suis borné au marché européen, même s'il est un peu difficile et un petit peu sans tendance comme on l'a vu, il y a quand même des coups à faire d'un point de vue graphique. Donc la première idée dans un secteur qu'on aime bien en ce moment, que j'aime beaucoup, c'est le secteur de l'industrie, avec des fondamentaux assez solides et qui est finalement pas trop touché par ces histoires de Brexit, etc., et qui offre des bons points de rachat. On l'a vu notamment sur des valeurs post-Brexit, comme Siemens que vous voyez là, ou sur d'autres valeurs industrielles comme Schneider Electric par exemple, où on voit que c'est plutôt une volatilité intéressante à jouer en termes de rachat. Donc sur Siemens, graphiquement, donc vous avez un graphique vraiment de moyen, de long terme, vous voyez, depuis 98-2000, un graphique mensuel. Donc j'aime bien plusieurs choses. D'abord cette grosse consolidation vraiment en triangle de laquelle on s'est extirpé donc en 2012-2013. Donc là on est vraiment sur des tendances de long terme. Par la suite, on a eu du mal à venir casser le niveau psychologique des 100 €. Et donc les cours ont consolidé à l'intérieur de ce biseau d'élargissement. Et très récemment, les cours ont réussi, avec une belle accélération bien franche, bien nette, à pousser au-dessus de cette zone des 100 €. Donc pour nous, la validation est validée. On a eu un phénomène, donc ce que j'expliquais tout à l'heure, de pullback, donc de retour vers l'ancienne zone de résistance qui fait office de support, donc autour des 100 €. Donc pour nous, la zone de rachat est assez intéressante sur repli. On voit également sur les indicateurs, donc un RSI en base mensuelle qui s'est affranchi, je vous ai mis là en pointillé, de son oblique baissière. Donc clairement pour nous, désormais, les voyants sont au vert sur cette valeur et on devrait pouvoir aller chercher dans les mois, dans les semaines, les mois qui viennent, la cible théorique des 131 € qui sont les plus hauts historiques en fait de la valeur
des années 2000. Voilà, avec un gros niveau de support, je vous l'ai dit, autour de 100, mais un niveau de stop recommandé qui peut être mis autour des 95 euros pour garder un ratio rendement-risque assez intéressant. Voilà, donc première valeur, Siemens, pour nous, haussier dans le secteur de l'industrie qui reste assez attractif. Une deuxième valeur, Nestlé. Alors, je vous ai également mis un graphique moyen terme, donc c'est un graphique hebdomadaire. On voit très bien que les cours évoluent au sein d'un canal depuis les points bas de 2009, donc canal haussier qui a tout le temps été préservé, qui maintient le titre dans une tendance haussière. On voit également que la moyenne mobile à 200 séances, donc à 200 semaines, puisqu'on est sur un graphique hebdomadaire, elle aussi guide entre guillemets l'évolution du titre dans sa tendance haussière. On a eu récemment un croisement haussier, notamment également visible entre les moyennes mobiles à 20 et 50 semaines. Et dans le même temps, l'indicateur RSI s'est affranchi de sa ligne de tendance baissière, donc qui était en place depuis 2014. Donc depuis en fait ces sommets de 2014, le titre avait du mal, même s'il résistait tout de même assez bien aux secousses du marché, il avait du mal à reprendre sa tendance haussière. Là on voit que les cours sont sortis d'une petite figure, donc on peut appeler ça en fanion, un triangle ascendant, c'est pas très clair, mais en tout cas une figure de consolidation de laquelle on s'est extirpé, avec une ligne de tendance sur le RSI qui a été franchie. Donc pour nous, le retour actuel, on a vu un phénomène de retour sur l'ancien niveau de support est assez intéressant pour essayer de reprendre la dynamique haussière, reprendre la tendance haussière et viser une poursuite de la hausse avec des cibles autour des 85 euros, voire à plus moyen long terme au niveau des 100 euros. Donc voilà un autre titre assez intéressant à garder à l'esprit si vous souhaitez investir sur le marché européen, donc après Siemens, Nestlé. Deux valeurs françaises pour finir. Une première, Schneider Electric. Donc là, on est graphiquement ce qui se fait assez couramment. C'est comme le Brexit en fait. Là. C'est comme le Brexit, c'est comme l'indice anglais. On est sur une figure en tête et épaule inversée. Donc on a validé la figure. Donc fin de semaine dernière, on avait réalisé ce qu'on appelle, donc ce que je vous disais, le pullback, donc le retour sur l'ancien niveau de résistance qui a fait office de support, donc ce qu'on appelait la ligne de coup de la figure. On est déjà reparti bien à la hausse, donc on est, je crois, au niveau des précédents sommets. Donc on a eu un premier mouvement haussier. Alors le timing, on a un petit peu perdu du timing du coup en quelques séances puisque le rebond a été assez rapide. Si on veut reprendre un petit peu de rendement risque, on peut attendre un retour et une nouvelle phase de consolidation. Néanmoins, vu l'importance de la figure et une figure qui a un niveau de réalisation assez élevé en termes de pourcentage, de probabilité de réussite est assez élevé sur la tête-épaule. Donc voilà une autre figure, un autre graphique assez intéressant d'un point de vue technique, de par la validation de cette figure assez classique en tête-épaule inversée, assez belle. Donc également le secteur de l'industrie, comme je vous le disais, c'est un secteur qui est assez intéressant en ce moment, au-delà du secteur bancaire, qui reste attractif. On a vu avec beaucoup de news, donc c'est un peu plus risqué, mais il y a des coups à faire. Mais le secteur industrie sur du moyen long terme, il y a des valeurs assez intéressantes là qui se dégagent comme Schneider ou comme Siemens, en tout cas pour moi. Je pense à une chose d'ailleurs, avant de faire juste la dernière valeur, effectivement le secteur bancaire surperforme actuellement sur le marché Europe. Après avoir sous-performé pendant un an et demi. Sous-performé assez longtemps. Et du coup, ça nous engage même à jouer à très court terme une petite surperformance de l'Europe sur les États-Unis. Je ne sais pas ce que tu en penses, mais n'est pas à exclure. Si on continue un peu sur ce trend de la surperformance des bancaires en Europe, sur du très court terme, quelques jours, quelques semaines, on pourrait voir l'Europe, pourquoi pas, surperformer un petit peu les marchés américains légèrement. La tendance de fond reste vraiment en faveur des marchés américains, entendons-nous bien, mais à très court terme, sur le ratio, moi j'ai vu 2-3 signaux qui me font penser que peut-être on pourrait évoluer quelques semaines sur
un peu de la surperformance européenne, pourquoi pas. Pour ça, il faudrait, de mon point de vue, vraiment que les banques continuent de surperformer en Europe, ce qui est le cas pour l'instant. Mais... En fait, parce que les États-Unis tenaient bien et que l'Europe consolidait début septembre, moi quand je suis rentré le 13 septembre, j'ai vu donc qu'on était dans cette consolidation européenne et plutôt que d'aller sur l'indice de référence haussier aux US, j'ai trouvé ce repli attractif et le fait qu'on vienne sur ces supports donnait des points d'entrée assez attractifs et permettait de jouer un rebond alors que les US étaient un petit peu plus neutres. Donc on va dire que sans y penser, sans parler des bancaires, j'avais noté cette petite attractivité, ce petit trou d'air sur l'Europe qui pouvait être mis à profit, qui pouvait permettre de faire un peu plus de performance. Après, j'entends beaucoup parler de ce scénario du surperformance européenne et de racheter des bancaires. On l'a entendu beaucoup ces derniers mois et plein de fois ça a raté. Pour les bancaires, comme tu le dis, c'est du très court terme. Donc dans ces cas-là, pourquoi pas. Après, pour la performance de très court terme, pourquoi pas aussi. Je t'avouerai que j'abonderai dans ton sens, mais uniquement dans du court terme, parce qu'à moyen long terme, j'aime à répéter, comme je l'ai fait en début de semaine sur BFM, que voilà, depuis le début de l'année, comme depuis 2 ans, comme depuis 5 ans, comme depuis 10 ans, les US surperforment. Donc parler d'une surperformance très court terme, why not ? Pourquoi pas, mais à moyen long terme, j'aime bien que mes auditeurs gardent en tête que la référence, c'est les US et qu'ils sont haussiers. Parce que ton scénario là est en train de se réaliser, ça fait 5-6 séances de hausse consécutives qu'on monte, donc peut-être qu'une partie de cette surperformance est déjà faite. C'est pas impossible. C'est pas impossible. Mais en tout cas, pour l'instant... Et puis quand tu vois des titres comme Natixis qui a super bien rebondi quand même, ça fait 3 mois maintenant qu'on est dans une tendance haussière, on s'est bien repris. Alors ça peut peut-être encore durer quelques séances, semaines, mais après je reviendrai directement plus prudent. Et puis évidemment, comme pour les clients et les auditeurs qui voudraient investir effectivement sur les banques, il y a vraiment un news flow qui est très important, comme vous le savez. Donc c'est vraiment des investissements à prendre avec des pincettes qu'il faut suivre vraiment de très comme très le lait près sur au le quotidien. C'est très prenant. Il y a beaucoup moins de news flow, de choses à surveiller sur les valeurs, typiquement que je vous ai choisi là sur du Siemens, sur du Schneider Electric, les valeurs de l'industrie, où effectivement il y a toujours un news flow, ne serait-ce que parce qu'ils suivent quand même la tendance des marchés, mais et puis il y a la publication des résultats, ce genre de choses, mais il y a quand même ils sont beaucoup moins sujets aux variations des banques centrales, etc., beaucoup moins sensibles. Donc. Allez, une dernière valeur, et j'en terminerai là, c'était juste Orpea, une dernière valeur française qui est vraiment dans une tendance haussière de long terme et qui est vraiment très saine. C'est une très belle histoire. Ouais, c'est vraiment sympa. Graphiquement, je vous ai mis les 2 lignes de tendance. Vous voyez bien, la tendance est saine. Elle s'accentue, mais de manière assez lente. Donc on n'arrive pas dans des niveaux délirants. Ça se traduit également sur les indicateurs de tension qui sont finalement jamais surachetés. Donc chaque retour vers les niveaux de support sur les indicateurs, là c'est vraiment des niveaux très très intéressants. Donc vous avez la zone de support autour des 40% sur le RSI, là sur un graphique hebdomadaire. On peut trouver des niveaux un peu plus proches sur des graphiques daily, là donc des graphiques journaliers. Je vous les ai pas mis là c'était vraiment pour montrer la belle tendance et le fait qu'on est en train de consolider au sein d'une petite... Secteur d'avenir, rappelons-le, une maison de retraite. Ouais, ça marche bien. Sachant qu'on est avec la démographie, avec ce qui se passe actuellement, c'est une très belle croissance organique. Tout va bien pour eux et graphiquement, ça se voit aussi dans les cours. On est même sorti... On a repris plus ou moins la tendance haussière avec cet écartement des bonnes de Bollinger. On voyait qu'elle s'était un peu aplatie, donc le titre perdait un petit peu de sa dynamique. On se traînait un petit peu depuis 6 mois, 1 an, voire même un petit peu plus. Là, on voit que depuis le milieu d'année, on a repris une tendance bien haussière avec la cassure la borne haute de Bollinger qui est assez intéressante. Donc les bandes qui s'écartent, reprise de la tendance haussière devrait en tout cas pour nous et anticiper et privilégier au cours des prochains mois. Donc une valeur très intéressante. Parfait. Voilà. Gros programme. Beaucoup d'indices, du forex, des matières premières, de l'action.
Ça fait 1h20 qu'on est en C'est webinaire ça. ensemble. Nicolas, merci beaucoup pour cette présentation. On va regarder les quelques questions des auditeurs. Pour la plupart, on y a répondu au fur et à mesure, en fait, en parlant de tout cela. Tout à l'heure, Eddy nous parlait du pétrole et du fait qu'on allait avoir rapidement de la volatilité sur le pétrole avec très certainement les prochaines statistiques et également la réunion des pays producteurs que l'on attend. On a Christophe qui cherche une valeur pharma, mais ici on n'est pas sur les pharmaceutiques en particulier. Et si vous voulez en discuter, vous pouvez d'ailleurs peut-être aller en discuter sur Twitter avec Sacha Pouget qui est spécialiste dans les biotech. Et on avait fait un webinaire sur les biotechnologies ensemble. Après... On a Over qui nous demandait tout à l'heure si le webinaire était enregistré, il sera sur YouTube. Effectivement, on va le mettre en ligne. Et puis concernant la paire Euronoc, sur le Forex, on n'a pas pu tout faire. Mais Over, vous pouvez venir demain matin sur la matinale me poser cette question et on regardera cette configuration ensemble. Voilà, pour tout le reste, merci à tous pour tous vos commentaires, pour vos questions. Merci beaucoup Nicolas d'être venu passer cette soirée avec moi. Pour rappel, Nicolas travaille pour Trading Central. Nos clients chez CMC reçoivent régulièrement des newsletters de Trading Central avec des configurations à surveiller. Et tu viens aussi dans nos bureaux de temps à autre pour des séminaires de formation. Donc pour ceux qui le souhaitent, vous pourrez retrouver Nicolas si vous êtes en rapport avec CMC Markets. Et puis dernière question de Rachid qui me dit à quand un webinaire avec Karen. Alors quand vous me parlez de Karen, c'est Karen Pelwal très certainement. Sachez que quand vous allez dans la chaîne YouTube de CMC Markets, vous avez un webinaire d'1h30 que j'avais fait avec Karen Pelwal. Vous allez dans la même rubrique où vous irez pour ce webinaire avec Nicolas, dans les webinaires thématiques de CMC Markets, et vous avez ici le premier webinaire qu'on a fait ensemble il y a 9 mois avec Karen Pelwal sur l'Ishimoku. N'hésitez pas à découvrir cette chaîne YouTube. Vous avez mes émissions au quotidien, les webinaires thématiques, les webinaires live comme le live Fed qu'on a fait ensemble hier soir. Encore merci Nicolas, merci à tous les auditeurs et je vous dis à demain matin 10h tapante pour la matinale. Merci à tous. Bonne fin de soirée.